D'autant plus qu'en tant que notaire, on est généralement consulté, entre guillemets, au moment de la succession. Et c'est un peu tard, c'est même trop tard, parce que effectivement les règles sont figées, le Code civil nous impose certaines choses et la transmission se fait de façon, on va dire, automatique ou obligatoire. Il faut les alerter sur la difficulté que ça va provoquer, autant pour le conjoint que pour les enfants. Parce que finalement, c'est malheureusement reporter le problème qui sera un poids pour tout le monde. En face, il y a trop de dettes, trop de passifs, plein de courriers dans la boîte aux lettres. Là, surtout, on ne fait rien et on renoncera à la succession pour que les héritiers ne soient pas tenus de payer les dettes. Fonction des familles, fonction des besoins de tout à chacun et des envies, on peut adapter complètement la transmission. C'est des personnes qui se poseront davantage la question en se disant « après moi quoi ? Après moi qui ?» Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Aujourd'hui sur le podcast de la Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Juliette Oliveau. Alors Juliette, tu es notaire associée à Poitiers, plus précisément sur l'étude à Saint-Benoît. Et aujourd'hui, je souhaiterais qu'on aborde un sujet éminemment important, parfois épineux, peut-être même tabou, qui est le sujet de la succession, de la transmission de son patrimoine, l'héritage. Je pense qu'il y a beaucoup à dire et qui de mieux que toi pour venir en parler. Bonjour Juliette. Bonjour Ismaël, merci pour l'invitation. Alors effectivement, le sujet de la transmission, c'est un vaste sujet important qui concerne tout à chacun parce que dès que effectivement on commence à travailler et qu'on veut s'acheter une résidence principale, qu'on met des économies de côté, évidemment on se dit que tout ça on le fait un petit peu pour commencer pour soi, mais pour la famille aussi, pour les enfants, protéger son épouse. Donc la question effectivement qui se pose assez vite, c'est d'anticiper et savoir ce qu'on veut, ce qu'on voudra en faire. Donc, effectivement, vaste sujet qui suppose de nombreuses réponses. Ouais, c'est sûr. Sur le podcast de la Bonne Fortune, j'ai l'habitude d'aborder différents sujets d'investissement pour la construction d'un patrimoine. Et c'est vrai que d'une façon générale, déjà, les finances personnelles sont un sujet qui peut être un petit peu particulier, un peu tabou. Mais celui de la fin de vie, c'est un sujet vraiment sensible aussi. Et donc, quand les deux se rencontrent, je vous laisse imaginer. Pourtant, donc oui, le sujet de l'héritage, c'est un sujet qui devrait tous nous intéresser, quel que soit notre niveau d'avancement au fil de la vie. Tout à fait. D'autant plus qu'en tant que notaire, on est généralement consulté, entre guillemets, au moment de la succession. Et c'est un peu tard, c'est même trop tard parce que, effectivement, les règles sont figées, le Code civil nous impose certaines choses et la transmission se fait de façon, on va dire, automatique ou obligatoire. Mais pour certains, en fonction des situations, selon les besoins, il faut effectivement anticiper et penser donc à poser la question, pas hésiter à téléphoner à son notaire et passer la porte de nos offices puisque effectivement, fonction des familles, fonction des besoins de tout à chacun et des envies, on peut adapter complètement la transmission. Donc, avant d'en arriver à la disparition d'un être proche et de se retrouver avec une application, une transmission obligatoire, on peut anticiper et il faut se poser la question et pas hésiter à nous poser la question. Et oui, bien sûr, parce que qu'on soit relativement jeune, on va être concerné pour voir comment ça va se passer, la succession, la transmission. On va être, pour éviter des drames économiques, hein, où on va avoir peut-être des taxes à supporter qu'on va pas être en mesure de prendre en charge. Qu'on soit un petit peu plus avancé au stade de la vie, ça va être intéressant de venir pour justement anticiper pour le coup et de pas se retrouver avec cette répartition de façon automatique. Donc ça peut se prévoir.
c'est toujours un petit peu le moment de venir consulter un notaire. Qui c'est qui te consulte d'une façon générale? Alors le cas typique qui pense le plus facilement sont les personnes qui n'ont pas d'enfants, pour Mmh. la simple et bonne raison que n'ayant pas d'enfants, tout de suite ces personnes-là sont alertées sur le fait que leurs héritiers éventuellement ce seront leurs frères et sœurs, leurs parents, mais bon quand ils viennent nous voir souvent ils sont déjà à un âge on va dire de retraité, donc Mmh. on pense aux neveux et nièces, on pense aux petits cousins, etc. Et ces personnes-là ont raison de passer nos portes en premier parce qu'effectivement, pour ce qui les concerne, à défaut d'enfants, la transmission, elle va se faire pour des collatéraux, donc des frères et sœurs, des neveux et nièces. Et c'est une succession qui est transmise à des personnes qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne voit plus, des proches qui ne sont plus des amis, qu'on ne connaît plus. Mmh. Et donc ces personnes-là ont toute liberté, puisqu'ils n'ayant pas d'héritier réservataire, elles peuvent faire un testament et choisir quelqu'un dans leur entourage ou une fondation. Souvent, on a la demande, justement, pour une fondation ou une association, de faire un testament, alors qu'il soit intégralement écrit de la main, daté, signé, c'est ce qu'on appelle le testament holographe, que tout un chacun peut faire librement chez soi ou avec l'aide de son notaire. Dans notre bureau, c'est généralement pour, on va dire, rassurer, parce que vraiment, on n'intervient pas du tout. Au contraire, on se contente de leur dire que la façon dont ils l'expriment, c'est le plus clair et c'est l'expression de leur volonté. Et c'est ce qu'on veut voir écrit sur le papier. Mmh. Donc ce testament-là, qui est holographe et qui peut nous être déposé, est enregistré dans notre coffre et permet effectivement à ces personnes qui n'ont pas d'enfants de désigner quelqu'un en particulier, donc un légataire, qui sera une association, une fondation, elle exonérée d'impôts, donc ça c'est tout bénef, c'est un vrai cadeau de transmission, ou à défaut des membres de la famille, ou même de façon complémentaire, l'association plus des membres de la famille, euh, particuliers qui seront nommés donc précisément tel cousin, tel neveu, tel frère ou telle sœur. D'accord. Et on peut préciser les biens ou de façon générale tout transmettre. Donc ça c'est la première des choses parce qu'effectivement quand on n'a pas d'enfants, il faut savoir que les héritiers frères et sœurs hériteraient automatiquement si on ne désigne pas par testament quelqu'un de particulier. Et le fait est que cette succession, elle est lourdement fiscalisable. Il faut savoir qu'entre frères et sœurs, la fiscalité, c'est 35 à 45%. Et puis, les neveux et nièces, au-delà de ça, les cousins, cousines, c'est 55%. Plus les frais divers et variés au moment de la régularisation de la succession, la publication des actes, en gros, il leur reste à peine 40%, quoi. Et oui, oui, en fonction, j'imagine qu'il y a autant d'issues que de situations au final. Oui, Donc là, tu évoques le cas où il n'y a pas d'enfant. exactement. Parce que c'est des personnes qui se poseront davantage la question en se disant, ben, après moi quoi? Après moi qui? Et c'est important de se poser la question parce que parfois on a des idées préconçues ou on aimerait quelque chose mais qui en réalité n'est pas tout à fait ce que la loi prévoit. Donc c'est bien de poser la question au professionnel, le notaire, mais même son conseiller en gestion patrimoniale, un avocat, mais surtout poser la question parce que fonction de la situation de tout à chacun, les héritiers ne sont pas les mêmes. Et puis l'ordre des décès aujourd'hui est perturbé. J'ai des frères et sœurs, je n'ai pas d'enfants, mais finalement mes frères et sœurs, il en reste un parce que les autres sont décédés, j'ai des neveux et nièces, donc est-ce qu'ils vont intervenir tous dans ma succession? Voilà, il faut vraiment poser la question, c'est toujours du cas par cas, du sur-mesure. Et puis, ça, c'est le cas de la personne qui n'a pas d'enfant, mais aujourd'hui, les personnes ayant des enfants, on sait que la famille monocellulaire, elle devient l'exception. Donc, nous avons beaucoup de familles recomposées, beaucoup d'enfants d'unions différentes. Il faut penser à tout ça, ménager les susceptibilités et les droits de chacun, et puis organiser aussi la protection des droits de chacun. Donc, savoir effectivement ce que la loi prévoit et ce que la loi permet, en fonction de nos besoins. On parle de ces personnes qui viennent te voir qui n'ont pas d'enfants, mais j'imagine que même si on a des enfants, Il faut y penser. et d'autant plus également, comme tu le dis, même si on a des enfants avec d'autres unions ou alors des pièces rapportées suite à une nouvelle union également, dans tous ces cas de figure, en fait, il est important de l'anticiper dans tous les cas, en fait. Oui, dans tous les cas, il faut l'anticiper parce que les situations et donc les réponses entre guillemets successorales sont très différentes en fonction qu'on est marié avec un enfant, marié avec 2 enfants, 3 enfants. Les transmissions ne se font pas de la même manière. Et puis bien sûr, la famille recomposée, ça suppose d'autres contraintes et d'autres règles. Et donc d'autres besoins. Le point de départ, c'est de se dire que quand on a une succession en ligne directe, donc c'est ce qu'on appelle ligne directe, c'est quand on a un couple, un monsieur, une dame, avec des enfants. Donc,
hop, en ligne, on descend au profit des enfants la succession, ou ça remonte au profit des parents, ligne directe. Cette succession-là, elle est exonérée d'impôts jusqu'à 100 000 euros par parent par enfant. Donc, fonction du nombre d'enfants, transmission par parent par enfant, on sait qu'avec un enfant unique, 100 000 euros d'exonération, ben, si papa, il a qu'un enfant, mais qu'il a une jolie petite maison qui vaut 200 000 euros, tout de suite, l'alerte, c'est qu'attention, ben, mon enfant, il va avoir une fiscalité. Parce qu'au-delà de 100 000 euros, il aura des impôts de 5, 10, 15% de succession. Et en fait, on est tout de suite dans la tranche à 20%. C'est vraiment la tranche minimum. Et on passe ensuite à 30% au-delà de 500 000 euros. Mais techniquement parlant, il faut savoir qu'en France, en moyenne, on ponctionne 34% de droits de succession. Donc, quand on est en ligne directe entre parents-enfants, on a cet abattement de 100 000 euros qui permet d'alléger la fiscalité de succession. Il n'empêche qu'avec un seul enfant, c'est que 100 000 euros. Donc, dès qu'on est propriétaire d'une maison, eh ben, faut poser la question à son notaire, parce qu'évidemment, vous aurez une fiscalité qui sera imposée à l'enfant. S'il souhaite garder la maison, il faut l'anticiper, qu'il ait les économies de côté pour pouvoir assumer ses impôts. Et oui, en effet, oui, ça va très très vite, malgré cet abattement de 200 000 euros que tu évoques, dès lors qu'on va être propriétaire d'un bien immobilier. Et j'imagine que l'immobilier représente une grande part dans les successions. Oui. Dès lors qu'on va être propriétaire d'un bien immobilier, ça peut tout de suite aller très 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 vite. Là, tu prenais l'exemple avec voilà, un patrimoine d'une simple résidence principale à 200 000, mais pour peu que la personne ait un patrimoine même encore plus important, etc., ça peut faire vraiment très très mal. Donc, pour résumer, il y a déjà deux situations. Soit on ne s'en occupe pas, on fait rien, et donc à son décès, c'est régi par le droit, et donc la succession est effectuée de façon automatique. C'est ça, automatique. Et avec des taxes qui peuvent être relativement importantes. Tu parles d'une moyenne de 34%, mais ça peut monter à 45 jusqu'à 60% dans certains cas. Oui, quand on n'a pas de testament, même entre collatéraux, entre une personne qui veut avantager un neveu, une nièce ou un petit cousin, on a une succession à 55% de droit. Ouais, il leur reste 40% de liquide, quoi. Donc forcément, il faut tout vendre avant. Et ça, dans la situation du droit d'aujourd'hui, qui peut être amené à évoluer, j'imagine que certains groupes de réflexion ou certains politiques songent peut-être à alourdir encore plus cette fiscalité, dans le sens où peut-être éviter d'avoir des rentiers pour pouvoir pousser au travail, à l'entrepreneuriat, etc., etc. Et d'autres, à l'inverse, seraient peut-être tentés de la réduire. Mais bon, ça peut potentiellement même encore augmenter cette fiscalité et potentiellement s'aggraver dans le futur. Malheureusement, effectivement, les droits de succession sont un petit peu mouvants en chaque fonction des tendances politiques. Il faut savoir qu'il y a une quinzaine d'années, le conjoint survivant était taxable au-delà de 50 000 euros. Comme les enfants, au-delà de 50 000 euros, ils étaient taxables sur la succession. Donc, pour conserver son patrimoine commun, et puis parce que le conjoint bénéficie de l'usufruit sur la succession de son défunt mari ou épouse, les survivants faisaient un chèque pour conserver leur patrimoine qu'ils avaient constitué en cours d'union tous les deux. Donc ça, c'est particulièrement confiscatoire, mais effectivement, la loi a évolué. Fonction de nos présidents et de nos tendances, les choix ont été pris d'améliorer, d'alléger la fiscalité sur les successions. Donc on a tendance à dire, sous Sarkozy, on était monté jusqu'à 156 000 euros d'abattement par enfant. Le conjoint était exonéré de tout droit de succession et le partenaire pacsé. Très important parce que pour les couples non mariés, le partenaire pacsé bénéficie aussi de cette exonération de droit de succession depuis notre président Sarkozy. Ensuite, M. Hollande a dû réduire les droits de succession, enfin en tout cas réduire l'abattement autorisé à 100 000 euros. Donc on est passé de 156 à 100 000 euros. Et ces 100 000 euros, qui sont aujourd'hui donc le cadeau de succession par parent, par enfant, ont été se reconstituent tous les 15 ans. Donc c'est pour ça qu'on dit aussi que anticiper une succession, c'est faire des donations, parce que ces 100 000 euros tous les 15 ans, on peut
plutôt on en fait cadeau et en décédant plus tard, à passer ses 15 ans, on peut à nouveau rebénéficier de cet abattement de 100 000 euros. Sous Monsieur Sarkozy, on a eu 156 000 euros qui étaient possibles tous les 6 ans. Donc il y a eu une petite période pendant laquelle on avait réduit ce cadeau fiscal à 6 ans et vite tous ceux qui avaient fait des donations qui avaient passé les 6 ans, on en ont profité pour faire des donations, mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'évidemment, oui, en bout de chaîne, il n'y a plus de ponction après. Et ouais, oui, super intéressant. Et donc, on a évoqué le premier cas où on fait rien. Et donc, le deuxième cas, et là, tu commences à l'évoquer, où justement, on anticipe un petit peu tout ça pour pouvoir justement, quelque part, prendre ses responsabilités Oui. et anticiper, préparer sa transmission. Et donc là, on a des leviers pour pouvoir, d'une part, l'organiser, que tout se passe bien au sein du foyer, éviter les déchirements de famille, etc. Et réduire également la pression fiscale, il y a des possibilités. Alors, réduire la pression fiscale, le premier des vrais besoins pour les familles, c'est de transmettre quelque chose de famille. Donc, une maison, un patrimoine que l'on a constitué parce que on est artisan, commerçant, on a une entreprise familiale et effectivement, on veut qu'elle soit transmise à nos enfants qui la conservent, mais aussi la maison de famille. Le truc tout bête, c'est la maison que nos grands-parents ont construite ou dans laquelle les grands-parents sont nés, ont été élevés. Pour transmettre du patrimoine, effectivement, il faut l'anticiper, y penser plus tôt. Parce que fonction du nombre d'enfants et donc de cet abattement de succession de 100 000 euros dont chacun des enfants pourra bénéficier, on va avoir une fiscalité qui est plus ou moins lourde. Et en faisant le calcul, tout à chacun peut vite se dire « Attention, là, mes enfants, il y aura tant d'impôts. » Et qui risque de payer l'impôt? C'est souvent mon conjoint, mon charmant conjoint qui va rester, qui va se retrouver avec les enfants en indivision et qui, avec son droit d'usufruitier, parce que en tant qu'épouse ou avec une donation entre épouses quand on est en famille recomposée, va garder la maîtrise de tout ça, mais devra en assumer les frais et charges aussi. Donc effectivement, il faut se poser la question, il faut l'anticiper et classiquement, l'anticiper, c'est faire un cadeau à tout le monde parce que on va payer des frais de donation tout de suite, mais on va bénéficier d'un abattement de 100 000 euros par enfant qui ne va peut-être pas être entièrement mangé puisque de notre vivant, si on fait donation, on veut quand même se réserver la maîtrise de notre patrimoine. Donc en se réservant la maîtrise de notre maison, parce que ça reste mon lieu de vie ou notre maison de famille que l'on veut juste anticiper et transmettre aux enfants, je garde l'usufruit. Donc en tant que parent qui veut donner, je garde le droit d'usage, cet usufruit, qui est un droit viager, qui va chapeauter les droits des enfants qui auront une propriété diminuée qu'on appelle la nue propriété. Et cette nue propriété, finalement, elle est moins forte que la propriété plein pot que l'on pourrait encaisser par succession. C'est une propriété diminuée qui va être un peu défiscalisée, puisque cet usufruit, il a une valeur. Fiscalement, il a une valeur qui décote de 10% tous les 10 ans. On considère que quand on a plus de 101 ans, on a un pied dans la tombe. Donc, on va dire que ça vaut au-delà de zéro. Bon, on va dire peu de choses. Mais plus de 91 ans, c'est 10%, de 91 à 100. De 81 ans à 91 ans, notre usufruit vaut 20%. De 71 à 81 ans, notre usufruit vaut 20%. Vaut 30%, pardon. De 71 à 81, c'est 30%. Donc, techniquement parlant, si j'ai 72 ans, je me dis mince, faut que j'anticipe parce que mes enfants, j'ai fait le calcul, ça va nous coûter 30 ou 40 000 euros d'impôts. C'est pas bien de leur transmettre ce cadeau empoisonné. Je veux qu'ils puissent garder la maison. Finalement, notre maison de famille, elle vaut, je vais dire une bêtise, 400 000 euros. Mais j'en suis seule propriétaire. Mon épouse, voilà, c'était mon héritage, donc mon épouse n'a rien. Mais il faut que j'anticipe pour éviter une trop lourde fiscalité. Je transmets à mes enfants. Un tiers individu, par exemple, pour 3 enfants, ou 4, on va dire 4, parce qu'ils sont, 400 000 euros, 4 enfants, 100 000 euros chacun. Je transmets à chacun un tiers. Sur le papier, c'est 100 000 euros de la valeur de la maison. Mais non, comme je vais garder l'usufruit que j'ai 72 ans, mon droit d'usage, il vaut 30%. Donc, sur un cadeau de 100 000 que je suis censée leur faire aujourd'hui, fiscalement, je suis taxée que sur 70 000. Je ne vais taxer les enfants que sur 70 000. Et donc, il va leur rester 30 000 euros de marge sur l'abattement de 100 000 pour ma succession, mes petites économies mises à gauche et puis ma résidence principale avec mon épouse parce que leur maman, avec moi, on aura constitué un patrimoine commun. Donc, l'anticiper, Ok, ouais, super intéressant, oui. C'est vraiment faire un cadeau à cet égard-là. Et puis, une fois que l'impôt est payé pour la donation, il n'y a plus de succession. Le bien ayant été donné, il a été fiscalisé et taxable que pour 70% et pas les 100% plein pot.
donc c'est un cadeau. Et si mes enfants, dans 20, 30, 40 ans, veulent vendre mon bien de famille, je serai plus de ce monde, bah tant pis, ils le vendront. Mais ils en seront propriétaires depuis le jour de la donation, pas le jour de mon décès. Ils auront une plus longue durée de détention, ce qui leur permettra éventuellement de profiter de l'augmentation du marché, également avec une longue durée de détention et moins de fiscalité au moment de la sortie, moins de plus-value immobilière éventuellement. Exactement. Bon, ben super, c'est très, très intéressant, c'est très, très riche. Alors pour, essayer de revoir un petit peu, ce que tu viens d'aborder, donc là, il y a les 2 choses. D'une part, le fait d'anticiper, donc sa succession dans le cadre là, on prend l'exemple, donc d'une famille avec, 7 résidences principales qui peut, au moment du décès, être, valorisée un certain montant et donc entraîner des frais de succession qui, par ricochet, feront supporter un entre guillemets «un petit drame économique» aux enfants qui seront Mmh. pas en mesure de le financer. Donc interviendra, la vente de la maison, Mmh. entre ceux qui veulent conserver la maison, ceux qui veulent, vendre, à quel prix et cetera. Ça peut vraiment faire des discordes et si on veut vraiment conserver cette maison, beh, donc du coup qu'on a, ces, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 € de frais de succession à payer, bah, si on ne peut pas, on est obligé de vendre. Que si c'est anticipé avec, donc les 2 mécanismes que tu évoques, d'une part, hem, l'abattement des 100 000 € par parent, par enfant, tous les 15 ans et en plus éventuellement, mêlé au un système de ce qu'on appelle donc de démembrement, Oui. là on peut vraiment faire, de très, très belles choses et donc, in fine éviter des situations un petit peu. Lourde en bout de chaîne, oui. Oui, parce que ce que j'ai pas dit dès le départ, c'est que le problème de la succession, quand elle n'est pas anticipée, on décède du jour au lendemain, la famille, comme l'État, a une photo du patrimoine de celui qui décède au jour de son décès. Donc c'est figé, on peut rien faire. C'est figé pour la simple et bonne raison que en décédant aujourd'hui le 30 septembre, enfin, à l'instant T, en décédant, on a une fiscalité qui est applicable et qui nous est imposée avec cette photo du patrimoine qui va tenir compte de tous les placements bancaires, financiers, boursiers, éventuellement assurance vie, parce que là, il y a quelques subtilités qui sont un peu sournoises, et placement, bien sûr, immobilier. Donc, le placement immobilier, lui, c'est vraiment fonction du marché au jour J, une valorisation qui devra être faite, et les placements financiers, c'est pareil, la valorisation boursière au jour du décès. Donc, on fait une addition pure et dure de l'ensemble du patrimoine du défunt, et on applique la loi qui nous dit qu'aujourd'hui, la fiscalité, c'est 100 000 € de cadeaux par enfant, le conjoint exonéré d'impôts, avec des options, des possibilités pour le conjoint, fonction de la situation familiale monocellulaire ou une donation entre époux, famille recomposée. On détermine les droits du conjoint et c'est ce qui reste aux enfants. Les enfants, moins les 100 000 € d'abattement, fiscalité, temps, point barre. C'est une addition mathématique. Eh oui, eh oui. Donc, pour éviter cette addition mathématique, effectivement, avant d'attendre l'instant T fatidique qui nous est imposé de décès, et malheureusement, on ne sait pas quand ça survient, hein, c'est l'aléa, on anticipe, il faut vraiment se poser les questions parce que fonction du patrimoine et des économies que l'on a pu mettre de côté, on vous conseillera en tant que notaire ou conseiller gestion patrimoniale de penser à diversifier vos placements. Il faut penser à diversifier nos économies, se dire qu'il faut des économies liquides, il faut du placement boursier pour essayer de gagner un petit peu sur l'économie de marché. Bon, voilà, le banquier vous dira ce qu'il en pense, mais en tant que notaire, on ne peut que vous conseiller de diversifier les placements et bien sûr penser à l'assurance vie parce que l'assurance vie avant 70 ans, tout ce qui est capitalisé avant 70 ans, va être hors succession dans la limite de 152 500 € par bénéficiaire. Donc, ça, c'est cadeau parce que finalement, par succession, si les enfants sont bloqués avec 100 000 €, voire je n'ai pas d'enfants, mais que des neveux et nièces ou des frères et sœurs qui, eux, ont un abattement qui ne vaut vraiment rien du tout, un cadeau fiscal que de 15 000 ou 7 000 € chacun, des poussières. Évidemment, j'ai intérêt à faire de l'assurance vie avant mes 70 ans pour faire un cadeau à mes proches, puisque avant les 70 ans, toutes ces économies placées en assurance vie, elles seront transmises hors succession sans fiscalité. Passé 70 ans, l'État considère qu'on commence quand même à détourner la succession. Donc, au-delà de 30 500 € de primes versées après nos 70 ans, c'est fiscalisable. D'accord et techniquement, si on a, 1 520 000 € sur une seule assurance vie, cette même assurance vie, on peut la diviser en 10 bénéficiaires?
Oui, c'est ça. On peut faire autant de placements que l'on a de bénéficiaires D'accord, ou un seul placement pour autant de bénéficiaires que l'on souhaite. Et c'est la clause particulière que l'on choisira, la clause bénéficiaire qui le dira, qui dira à qui on veut transmettre, quoi ou combien. d'accord. Donc, soit on les met tous ensemble et ils auront sur ce qui restera, parce que dans 10-20 ans, mon placement assurance vie, je ne peux qu'espérer qu'il fasse des petits, qu'il ait généré des bons revenus et augmenter le capital de la mise de départ, on va dire. Donc effectivement, la clause bénéficiaire est très importante parce que quand on va chez son assureur ou son banquier, son conseiller gestion patrimoniale, ils vont vous proposer des clauses types. Mais quand on a une famille avec des besoins ou des envies de transmission, il faut faire du sur-mesure. Soit par testament d'ailleurs, parce que comme ça personne ne le saura, ne le verra, c'est purement confidentiel. La clause bénéficiaire, elle est aussi confidentielle. Donc, même chez le conseiller, on peut choisir de façon nominative à qui on veut transmettre cette assurance vie, précisément pour les uns ou les autres, avec soit un montant, soit une proportion une proportion de bénéfice de cette assurance. OK, d'accord. Typiquement, j'ai 69 ans, j'ai simplement un patrimoine immobilier qui vaut 1,5 million dans l'exemple. Je revends cet immeuble à 69 ans, je place tout sur assurance vie, comme ça je peux tout transmettre, voilà, si je fais le versement avant mon 70e anniversaire. Oui, oui, tout à fait. Et du coup, cette réflexion, ça m'amène justement à te poser une autre question. Est-ce que, par exemple, avec ce mécanisme ou d'autres, il est possible, de déshériter ses enfants dans le cadre où on en a? Est-ce qu'on peut éviter de donner, je sais pas moi, peut-être qu'il y a des familles qui veulent absolument pas donner à leurs enfants pour de bonnes ou peut-être même des mauvaises raisons, peu importe. Est-ce que en tant qu'enfant, on peut se retrouver exclu de cette donation avec ce mécanisme et déshériter? Alors, c'est pas qu'on se retrouve déshérité, c'est qu'on a l'impression effectivement que la transmission a été organisée au détriment d'un enfant, alors soit au profit d'un petit entre guillemets préféré ou parce que il y a une pièce rapportée qui se retrouve bénéficiaire d'assurance vie particulièrement lourde alors qu'il n'y a plus de liquidité dans la succession. Là, effectivement, les héritiers entre guillemets réservataires, c'est-à-dire les enfants qui ont une part obligatoire de succession qu'on ne peut pas leur retirer, c'est-à-dire qu'en vertu de la loi, un enfant a obligatoirement une transmission du patrimoine de ses parents pour moitié, deux enfants se partageront au moins les 2 tiers de la succession, et trois enfants et plus partageront au moins les 3 quarts de la succession. Donc si mon papa a une nouvelle épouse, des enfants, entre guillemets, de l'autre côté qu'il a élevé mais qui ne sont pas les siens, à qui il ferait des cadeaux en assurance vie de façon excessive, il faudrait démontrer qu'il s'agit de primes manifestement exagérées qui ont été placées à leur profit et qu'ils ont détourné ma succession, que je n'ai pas eu ma réserve en tant qu'enfant. Si on est donc un seul enfant, ils ont mangé plus de la moitié du patrimoine de mon papa de façon excessive, et bien effectivement, on a droit à une réduction et récupérer cette portion qui leur a été détournée. C'est toujours très difficile et c'est toujours une procédure contentieuse. Dans ce cas précis, il faut le prouver, ça doit prendre du temps, et cetera. Mais de prime abord, normalement, les enfants, d'un couple ou d'un parent ont une part, donc ce qu'on appelle la réserve héréditaire, qui leur est vraiment, réservée. Oui, une transmission obligatoire. Mmh mh. On ne peut pas évincer nos enfants de notre succession, donc en France, en tout cas, cette réserve qui est applicable permet à chacun d'avoir un minimum légal de succession de ses parents. C'est notre système français qui est complètement aberrant pour les anglo-saxons, puisque aux États-Unis, en Angleterre, on l'a vu dans la presse avec des affaires célèbres, ça n'existe pas chez eux. Donc c'est aberrant pour eux que les enfants héritent de façon obligatoire et figée, mais ceci dit, nous, les règles du jeu les connaissant, on adapte notre fiscalité en fonction et on organise notre transmission en fonction. Évidemment, on peut penser à d'autres choses, parce que là, vous parliez de détourner la succession, mais on peut effectivement penser aussi placer la succession dans un portefeuille qu'on appelle une fiducie, et c'est un placement boursier qui, lui, fera une bonne gestion du patrimoine et retransmettra aux héritiers, à délégataire, qui sera désigné par la fiducie. Donc, tout est possible, effectivement, mais en France, notre système aujourd'hui légal fait que quand on est soumis à la loi française, qu'on est français, on est à ce moment-là avec une succession obligatoire à minimum pour nos enfants en partie,
et après le reste, on peut s'adapter, s'organiser. Il y a une certaine complexité qui a, bon, ses avantages, avec des garde-fous et cetera, mais également qui laisse une certaine marge de Mmh. manœuvre avec, donc, cette part, avec, les héritiers réservataires et puis de l'autre côté, la liberté avec une quotité, qui Disponible, reste disponible, là où on peut avoir une certaine c'est latence, ça. pour, voilà, Mmh. pour pouvoir donner, que ce soit une association, que ce soit, voilà. Exactement. Comment faire, pour se prémunir? C'est pareil, en cas de nouvelle union, on peut, encore une fois, à la place d'un enfant, se sentir peut-être, un petit peu, lésé si, par exemple, monsieur se remarie et donc là, la conjointe ou à l'inverse le conjoint, peut avoir une place particulière, sur la succession et in fine, ça redescende sur les enfants qui sont pas, du coup, les enfants biologiques de la personne initialement qui a transmis, le patrimoine. Mais le problème effectivement des familles recomposées, c'est qu'en vertu, de la loi, le conjoint survivant qui n'est pas le parent des enfants héritiers réservataires, doit récupérer un quart dans la succession. Donc un quart en pleine propriété de la succession, entre guillemets, ça peut être confiscatoire pour les enfants, d'une part de patrimoine propre de leur papa ou maman qui vient de décéder, et effectivement, ça suppose de transmettre une propriété à un conjoint, pièce rapportée, qui elle aura comme héritier les autres enfants, de l'autre côté qui ne sont pas les enfants du premier décédé. Donc classiquement, il faut là vraiment y réfléchir et l'anticiper. Classiquement, on a souvent un conjoint qui nous dit ben non, nous on est une famille recomposée, je veux plutôt me réserver de l'usufruit, de droit d'usage pour notre résidence principale, mais peut-être que le reste, les enfants garderont tout ce qui revient, ce qui leur reviendra de leur papa, et moi mes enfants garderont ce qui me revient à moi. Il faut clarifier les choses et que ce soit clair dès le départ dans l'esprit des parents, mais que les enfants, effectivement, aient le sentiment aussi que ça a été réfléchi pour eux et qu'il n'ait pas été mis de côté. Et oui, bien sûr, ça s'anticipe. Ça s'anticipe. Et là, on est obligé de prévoir. Ah oui, là, parce que légalement, effectivement, la loi, sinon, considère que le conjoint qui est une pièce rapportée a un quart en pleine propriété, et là, ça provoque un partage. On sera dans l'obligation, entre guillemets, d'avoir des portions indivises. On se retrouve en une propriété, enfin, en propriété indivisaire avec des enfants de monsieur qui ne sont pas les nôtres. C'est délicat. Donc du coup, tes 2 conseils, ça serait d'une part de l'anticiper, bon, avec un Oui, professionnel du droit pour encore une fois préparer, anticiper et en quelque sorte contrôler. savoir ce qui va se passer. Oui, comprendre ce qui va se passer pour pouvoir choisir. Et deuxièmement, peut-être en parler, au sein des Oui. familles. Peut-être, si aujourd'hui, les auditeurs qui nous écoutent sont dans une tranche d'âge, plutôt jeune, c'est peut-être pas forcément évident d'aller, solliciter, son parent. Mais si, il faut les alerter. Au contraire, il faut les alerter. C'est vrai pour tout le monde. Il faut les alerter sur la difficulté que ça va provoquer, autant pour le conjoint que pour les enfants. Parce que finalement, c'est malheureusement reporter le problème qui sera un poids pour tout le monde. Donc l'anticiper, c'est évacuer les difficultés. Mais il faut prévoir un testament ou une relation entre époux obligatoire, effectivement, en famille recomposée. Et oui, parce que, enfin, dans une famille où il y a 2, 3, 4 enfants, s'il y en a un qui est peut-être un peu plus au fait, de ces sujets-là, s'il l'amène, peut-être que ça peut, attiser, peut-être de la curiosité de la part des autres ou de se dire, «Il veut peut-être en profiter» ou alors c'est dans un but, intentionné et cetera. Généralement, arrivé à une certaine tranche d'âge, alors 60 ans, 70 ans, on a tous eu un ami, un proche, un frère, une sœur qui se retrouve veuf, et on connaît tous une famille recomposée pour qui c'est la catastrophe. Donc là, finalement, le cas du voisin, le cas des amis, les opérations, les indivisions qui fonctionnent pas, les litiges de famille, tout le monde est au parfum parce qu'effectivement, elles sont légion. Les successions qui se passent bien, elles sont rares. Et oui, oui, oui. Elles sont relativement rares parce qu'effectivement, c'est un enjeu financier. Donc, à partir du moment où on fait une addition, comme je disais tout à l'heure, fiscalement, on a, au moment de la succession, la photo du patrimoine du défunt et qu'on ressort les droits de chacun, chacun a l'impression de pouvoir hériter ou encaisser 100 000, 200 000. Donc, on attend cet encaissement. Mais si on a un conjoint qui a une pièce rapportée, qui a un droit d'usage et qui chapeaute les droits des enfants, ça bloque les enfants, ils n'encaissent rien. Mais c'est peut-être mieux que une belle-mère qui va devoir prendre 200 000 pour laisser aux deux autres 200 000 chacun. Mais 200 000, si on partage une maison, qui rachète quoi et avec quel sou? Ouais, ouais, bien sûr, ouais, donc encore une fois, l'importance de l'anticiper, d'y aller,
Voilà, faire preuve peut-être de bon sens, d'y aller avec tact et on peut transmettre cette émission, justement, de façon, voilà, pédagogique, à la famille, aux parents et cetera pour qu'ils puissent, peut-être, le cas échéant, prendre conscience, Mmh. voilà, des répercussions que ça peut avoir, in fine, ouais. Mmh. Pareil, je voudrais t'interroger un petit peu dans le cadre de tu l'as évoqué tout à l'heure un petit peu, les entreprises, familiales et cetera, mais même dans le cadre d'une entreprise, hors famille. Quelqu'un qui monte une boîte avec un ami, vraiment hors famille, cette entreprise peut être valorisée un certain montant, 500 000, 1 000 000, 2 millions. Que faire? Quoi préconiser pour, peut-être, éviter que les enfants, s'ils ne sont pas, par exemple, compétents et cetera, puissent mettre un pied, dans l'entreprise? Mais en même temps, comment faire pour qu'ils se retrouvent pas lésés et puissent avoir un petit peu récupérer le montant, Ça, c'est facile. Tout est écrit soit dans les statuts, soit dans un pacte d'associés. C'est la première des choses quand on monte une société ou une entreprise, il faut y penser tout de suite. D'abord maintenant, on évite les sociétés, enfin entre guillemets, on évite les installations d'entreprises, on va dire personnelles, parce qu'on ne veut pas s'engager personnellement, on ne veut pas engager notre famille. Donc, bon, classiquement, on aime bien la SARL, mais on peut monter plein de types de sociétés par action simplifiée ou qu'est-ce que j'allais dire? Oui, par action simplifiée. Enfin, la SARL, c'est la plus connue. Mais techniquement parlant, dans les statuts, c'est prévu quand on se retrouve à plusieurs associés que on devra agréer éventuellement les héritiers, les conjoints ou autres, ou qu'effectivement l'associé aura de toute façon son droit de préférence et avec sa préférence gardera les parts et devra les racheter, puisque là encore, au moment du décès, on a une photo du patrimoine qui va valoriser les parts au moment du décès, fonction du bilan, des actifs passifs. Le comptable fera une valorisation financière et comptable de ses parts pour déterminer la valeur transmise aux héritiers et donc le droit de rachat de l'associé. Parce que classiquement, bah, effectivement, celui qui va rester seul dans l'entreprise avec son meilleur ami qui vient de décider avec qui il avait monté la boîte, pas forcément envie de se retrouver avec les enfants qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement et la force de travail du papa. Donc, techniquement parlant, oui, ça, il faut vraiment le prévoir avant, que tout soit écrit dans les statuts ou dans un pacte d'associés pour que les règles du jeu soient claires. D'accord, donc ça, d'un point de vue plus de la gouvernance et Hum. donc de faire rentrer de nouveaux des associés et cetera et d'un point de vue de la transmission, on va dire, financière, de la valeur des parts, les héritiers y ont quand même Oui, droit? exactement. Ils ont une indemnité du montant de la valeur des parts. Au moment de la succession, ils héritent sur le papier des parts, mais au lieu ensuite de devenir membre de la société et associés, ils vont toucher une indemnisation de l'associé restant ou des associés restants correspondant à cette valeur. Donc ceux qui sont vraiment engagés également avec, des belles boîtes doivent anticiper également Mm. ces problématiques de succession pour pas laisser justement aux associés restants, le poids, également dans le même sens que pour la famille, Mm. parce qu'on peut se retrouver in fine peut-être avec des boîtes qui sont obligées peut-être d'être vendues ou l'associé peut pas racheter, peut pas retransmettre la valeur, on va dire, aux héritiers et cetera. Donc c'est pareil, ça doit s'anticiper aussi de ce Oui, ça côté-là. doit s'anticiper, oui. Sinon, quand c'est comme ça, effectivement, si c'est trop lourd, ce qui arrive en pratique, c'est que les héritiers restent entre guillemets associés sur le papier, et puis la boîte continue de tourner pour générer ce qui est nécessaire ensuite au refinancement de celui qui va racheter les parts. Donc il y a effectivement une période de latence, et le temps que ça se mette en place, oui, D'accord, il y a des délais, oui, bien sûr, ouais. mm, Mmh mh. en pratique. Dans le cadre des successions familiales, c'est pareil, il y a des délais pour s'acquitter des droits de succession? Oui, 6 mois. Oui, 6 mois. Parce que les impôts considèrent que, enfin les impôts considèrent, on a au jour du décès 6 mois pour faire une déclaration fiscale aux impôts, faisant cette photo du patrimoine du défunt et donc, fonction de la qualité des héritiers et de leur rabattement à chacun, hein, donc des enfants c'est 100 000 euros, mais les frères et sœurs c'est que 15 000 et des poussières, le neveu et nièce c'est peut-être que 7 000, si c'est un testament au profit d'une association sera exonéré, mais dans les 6 mois, il faut prévoir effectivement de faire cette photo, l'addition de comptes en banque, de patrimoine immobilier, et puis de donner les impôts, payer ces impôts de succession pour les 6 mois. Et oui, même, 6 mois, enfin, ça me paraît un délai, relativement court parce que dès lors qu'on apprend un décès d'un proche, bon, déjà, on peut être émotionnellement quand même, Mmh. bien pris et ça peut nous prendre quelque temps, le temps de ressortir de la tête dans l'eau. Ça passe vite. 6 mois, ça passe très vite en fait, oui. Le temps de faire une photo de ce patrimoine, le cas échéant et cetera, d'accord et après d'entreprendre des démarches, peut-être de vente d'une maison et cetera pour avoir, récupéré, les fonds nécessaires
pour le règlement, 6 mois, ça me paraît quand même un délai assez short. C'est rapide. D'où encore une fois l'intérêt de l'anticiper en amont pour ne pas avoir de surprise et d'avoir, voilà, ce qu'il faut. Exactement, oui. Je voulais revenir avec toi aussi sur un petit point, voir la différence entre une donation et une donation-partage. J'ai vu qu'il y avait des nuances. Ah, très important, c'est une énorme différence. La donation, alors la donation-partage, c'est une donation aussi dans laquelle on aura des parents qui donnent ou un donateur, quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit, le donataire. La différence, c'est le partage. Donc, dans la donation-partage, c'est la même chose qu'une donation, mais au lieu d'être une simple donation où chacun va recevoir quelque chose et au moment de la succession, celui qui aura reçu devra rapporter le bien reçu pour la valeur au jour de la succession du bien dans l'état dans lequel il était au jour de la donation. C'est le problème du parent qui fait donation d'un terrain sur lequel l'enfant a un copain, une copine qui va devenir son épouse, qui construit une maison. Le terrain, il valait 10 000 euros en 1980. Et puis aujourd'hui, en 2020, dans la succession de papy, le terrain, il vaut 150 000. Alors, on ne tient pas compte de la construction qu'ils ont faite ensemble, mais on va tenir compte que de la valeur du terrain au jour de la succession, dans l'état dans lequel il était au jour de la donation. Donc, terrain à bâtir. Mais 10 000 euros donnés en 80, aujourd'hui, rapport dans la succession de celui qui a reçu par anticipation en 80, rapport civil vis-à-vis des frères et sœurs, c'est comme si j'avais reçu magnifique terrain de 150 000 euros. Et c'est classique. C'est le grand classique. D'où l'importance de faire une donation partage, c'est-à-dire que je vais donner un terrain qui vaut que 10 000 euros en 80 à mon fils qui a besoin de faire construire, mais finalement c'est l'occasion d'indemniser ses deux sœurs, je vais leur donner à chacune 10 000 euros aussi tout de suite, à l'époque 10 000 francs, 80, parce que ce sera un vrai partage, et ensuite chacun fait ce qu'il veut de ces sommes, elles ne seront pas à rapporter au jour de ma succession, parce que j'aurais fait un partage. Au jour J, j'aurais donné la même chose à chacun. Si chacun a reçu la même chose, le jour J, ensuite ils en font ce qu'ils veulent. Avec 10 000, s'il y en a une qui s'achète une belle voiture, elle le met dans le mur, elle n'a pas d'indemnité, c'est zéro, c'est perdu, au bout de chaîne, il ne lui reste plus rien. Mais elle en a fait un mauvais usage, c'est son problème. Alors que celui qui a pour 10 000 euros acheté une place de parking à Paris, qui en vaudra 20, 30, 40, évidemment, le partage a l'intérêt de ne pas avoir un rapport qui sera ensuite décalé, parce que dans le temps, on en fait des usages différents. Et oui, ça a les deux avantages, enfin en tout cas moi j'y vois les deux avantages. D'une part, éviter le déséquilibre lors de la succession en fonction des biens. C'est ça, un partage. Quand bien même on fasse une donation, mais pas donation-partage, une donation simple à chacun. Je te donne toi un studio, toi un bateau, toi un terrain, qui valent plus ou moins la même valeur. Mais si on ne le fait pas en donation-partage, chaque bien va être réévalué au moment de la succession, et donc ça peut créer des déséquilibres. Et donc des discordes entre les enfants, toujours. Exactement. Et le deuxième avantage que j'y vois, c'est dans le cadre de transmission de biens, notamment immobiliers. Bon, personne n'a de boule de cristal, mais si le marché continue à être orienté comme il l'est depuis certaines années, le poids de la fiscalité va être moindre aujourd'hui, potentiellement, si on reste encore une fois sur les mêmes règles, que dans 20 ans, si, encore une fois, l'immobilier prend de la valeur, etc. Donc fiscalement, en plus, on a un intérêt à le faire peut-être assez tôt. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr, parce que fiscalement, quand les donations, et donc une belle donation partage est faite depuis plus de 15 ans, on n'y revient pas. Dans la succession, fiscalement, la photo du patrimoine au jour du décès, c'est ce qu'on possède et ce qui aura été donné, fait depuis moins de 15 ans. Donc, pour le calcul de l'abattement de 100 000 euros, c'est ce qui aura été fait depuis moins de 15 ans, qui est reconstitué dans notre succession. Donc, finalement, si la donation partage, elle a été faite depuis 20 ans, c'est cadeau. On reconstitue l'abattement de 100 000 euros au moment du décès. Passé 15 ans, on reprofite une deuxième fois 100 000 euros. Donc, par enfant, 200 000 euros de cadeau fiscal. Ça commence à devenir plus sympa et plus léger. On a quand même beaucoup de cordes à notre arc, beaucoup de possibilités. D'options. Voilà, ça laisse des options. Oui. Et c'est assez vaste, mais ça laisse quand même beaucoup d'options pour pouvoir transmettre en toute sérénité aux futurs héritiers et que tout se passe bien, quoi. Exactement. Ma dernière question sur ce sujet, qu'on pourrait commenter encore des heures et des heures, peut-on refuser un héritage et par là même éviter de récupérer des dettes?
Ah oui, c'est même conseillé immédiatement. C'est-à-dire que quand on ouvre une succession, bien sûr, on fait la photo du patrimoine au jour du décès, l'ensemble des actifs, mais parfois, et c'est même assez fréquent, hein, on a plus une liste de passifs qui s'additionnent. C'est-à-dire classiquement quelqu'un qui a des crédits à la consommation, qui a des impôts, qui a eu des difficultés financières. Là, tout de suite, on alerte les héritiers sur le fait que surtout, on n'accepte rien, on ne paye pas de facture, on stoppe tout, on attend de voir quels sont l'ensemble des actifs disponibles. Et il n'y a rien sur les comptes en banque. Classiquement, ils vivent de peu de choses. Mais en face, il y a trop de dettes, trop de passifs, plein de courriers dans la boîte aux lettres. Là, surtout, on ne fait rien et on renoncera à la succession pour que les héritiers ne soient pas tenus de payer les dettes. Parce qu'effectivement, légalement, on a le droit de ne pas hériter du passif d'un autre. Donc on renonce à la succession. Mais il faut renoncer à la succession, il faut faire une démarche administrative auprès du tribunal et bien sûr on alerte tout de suite quand on voit le passif qui s'accumule, on ne fait rien et on renonce à la succession. Typiquement, si j'ai un vieil oncle que j'ai pas vu depuis, Oui, 30 ans, je savais même plus, s'il était existant ou pas. Il vient en maison de retraite, je suis l'héritier, en bout de chaîne, il avait rien prévu, c'est prévu par le droit, ça me retombe sur moi. oui. Je reçois un courrier, vous pouvez hériter et cetera, pourrait me dire: «Tiens, je me frotte les mains, merci tonton, pour tout», mais au final, il faut être prudent. On a les moyens de savoir le patrimoine, on en est averti Tout de ou? suite, tout de suite. En réalité, à l'ouverture de la succession, le notaire va solliciter tous les établissements bancaires pour connaître la liste des comptes disponibles. Et puis déjà, quand on voit pas beaucoup de liquidités, on a une alerte tout de suite, c'est que c'est quelqu'un qui vit à flux tendu avec le peu d'aide de retraite ou d'allocation sociale. Alors en plus, l'allocation sociale, elles peuvent être récupérables sur la succession. On a souvent des successions où l'État a dû suppléer l'absence de la famille et à ce titre verser des aides sociales qui sont récupérables intégralement sur la succession. Donc on peut avoir une dette due par le défunt au profit de l'État. Quand c'est le cas, c'est souvent d'ailleurs le montant le plus lourd. C'est l'État qui récupère ce qui reste, c'est logique. Et puis ensuite, les héritiers sont souvent alertés par le nombre de courriers ou les ponctions sur le compte en banque. On voit effectivement qu'il en compte débiteur tous les mois parce qu'il a des abonnements, parce qu'il y a des crédits Cofinoga, Cofidis, Financo, crédit à la consommation malheureusement. Bon, ben super, ben écoute, merci beaucoup Juliette pour tous ces éclairages. On l'aura compris, hein, la succession dans son ensemble est un sujet vraiment, éminemment important, très, très vaste, où on a des moyens quand même de se prémunir, éviter des catastrophes en famille, éviter, d'avoir une charge, fiscale, trop, trop lourde à supporter, pour nos héritiers. Pour ça, il faut en parler, dans les familles en amont, l'organiser avec, des notaires. Quel professionnel tu pourrais recommander, donc forcément les notaires, moi en premier lieu. Eh bien, en fait, le notaire, on est le premier conseiller en gestion patrimoniale. Parce que on a notre mission d'officier public représentant de l'État et à ce titre on est le passage obligé au moment d'une succession parce qu'effectivement on crée le lien, on est l'intermédiaire entre le particulier et l'État en faisant la publication des actes et en aidant justement en faisant la déclaration fiscale de succession puisque on a 6 mois pour payer nos impôts à l'État, ce que l'on verse directement. Évidemment on intervient à ce moment-là, mais quand c'est anticipé, là on donne le conseil que tout à chacun finalement devrait effectivement rechercher pour adapter, en fonction de nos besoins, nos envies, adapter cette transmission. Et à défaut du notaire, souvent les banquiers alertent les particuliers, le conseiller gestion patrimoniale ou l'assureur, le conseiller en assurance vous dira attention, là vous avez beaucoup d'économies, attention vous n'avez pas d'enfants, est-ce que vous avez pensé à ci. Donc voilà, on a tous plusieurs casquettes, chacun avec sa spécialité et finalement regroupé sur la tête du notaire puisque on crée le lien ensuite au moment de la ponction quoi, malheureusement. Ouais, bien sûr, ouais, en effet, il y a énormément de notions de juridiques, de droit, de fiscalité, donc Mm. ouais, autant, voilà, faire appel à des personnes, des professionnels du secteur pour pouvoir se prémunir de tout ça. C'est ça. Merci, 1000 fois, je sais que tu as un emploi du temps, vraiment, très, très pris. Je te remercie encore pour, ta disponibilité et tous les bons conseils. Mais c'était avec plaisir. Encore une fois, mille merci à toi pour ton temps. Je mettrai toutes les coordonnées, le mail de l'étude et cetera pour celles et ceux qui veulent, se renseigner, aller un petit peu plus loin, qui ont besoin de conseils, également et puis, ça sera un plaisir de se retrouver, Juliette, pour parler de ces sujets ou d'autres.
Merci, également avec plaisir. Merci, ciao ciao. Et merci à toutes et à tous pour l'écoute attentive de cet épisode. Également un grand merci à maître Juliette Oliveau qui nous a donné de bonnes pistes de réflexion pour pouvoir préparer la transmission de notre patrimoine dans les meilleures conditions. On l'aura compris, il y a deux possibilités. La première, c'est de strictement rien faire, de ne pas s'en soucier. Et à ce titre, on s'expose potentiellement à des drames économiques ou familiaux, car c'est le droit commun qui va s'appliquer et qui va décider du sort et de l'exécution de notre succession. Ou alors la deuxième, c'est justement de prendre ses responsabilités et de l'anticiper, de le préparer en amont avec des outils qui peuvent être mis en place comme on les a évoqués, comme le testament, la donation partage, éventuellement des placements sur l'assurance vie. Et de ce fait, en fonction de l'articulation de tous ces outils, appuyé bien entendu avec un professionnel du droit, peut permettre d'avoir une totale maîtrise sur le déroulement de sa succession et d'éviter de voir son héritage partir en fumée, d'éviter d'avoir des discordes familiales et en quelque sorte, préparer et d'avoir une succession qui se passe en toute sérénité. Alors on a forcément, je pense, tous des proches concernés par ces questions, par ces sujets, et donc je vous invite pleinement à leur partager cet épisode, et à ce titre vous pouvez peut-être leur rendre un service, ça sera de les éveiller sur ce sujet éminemment important, et ainsi, en bout de chaîne, leur éviter des possibles drames économiques et familiaux. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'ici, c'est que vous faites partie de la Dream Team de la bonne fortune, et je vous en remercie pleinement. Merci également à celles et à ceux qui laissent un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, ça aide énormément pour le référencement. Et quant à moi, je vous retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao ciao.